Die freien Radios im Europäischen Parlament. Ja, willkommen zur Sondersendung von Europhonica. Diesmal geht es um die EYE, das European Youth Event Ende Mai 2016, am 20., 21. und noch ein paar Tage darüber hinaus. Wir machen diese Sendung jetzt auf zwei Sprachen und wir machen sie auf Deutsch und Französisch. Wir machen sie gemeinsam mit Hervé Moritz. Guten Morgen. Morgen. Hervé Moritz, du bist Chefredakteur von Le Tourillon. Das ist so ein Fachmagazin für Europa-Nerds. Ist das so richtig? Donc c'est un magazine pour des fanatiques de l'Europe? Oui, c'est un peu ça. Alors à la base, c'est un magazine qui a une ligne éditoriale fédéraliste Ouais. et donc forcément qui est prisé par les milieux pro-européens. Et le but, c'est de favoriser le débat entre ces différents milieux parce qu'il existe de nombreuses tendances entre les pro-européens et c'est une plateforme qui favorise le débat. D'accord. Et c'est un magazine qui existe en plusieurs langues. Ça existe en allemand, Exactement. en anglais. Alors, ça existe en 5 langues. Le Tourillon est la version française. Ouais. La version allemande, c'est Treffpunkt Europa. Et il existe une version en anglais, en espagnol et en italien également. Mhm. Et donc ici on est au European Youth Guide. J'ai un très beau guide ici pour le European Youth Guide. C'est plusieurs journées consacrées à l'Union Européenne et surtout à intégrer les jeunes dans l'Union Européenne. Il y a à peu près 7000 jeunes de 28 pays membres. Donc ça fait à peu près 400 par pays, je ne sais pas s'ils ont choisi comme ça. Et toi, tu es ici en quelle qualité? En tant que... Enfin, tu couvres l'événement pour le Tourillon, tu es aussi un jeune Européen qui veut s'impliquer en Europe ou... Également, oui, tout à fait. J'ai un peu les deux casquettes ce week-end, on peut dire. Donc tant pour couvrir l'événement pour le Tourillon, puisque c'est très intéressant, il y a plus de 7000 jeunes qui sont là au Parlement européen, qui réfléchissent sur des questions assez diverses, qui sont d'actualité européenne, qui sont aussi de construction européenne, c'est-à-dire voir l'avenir de l'Union européenne, mais aussi qui parlent de science, qui parlent de jeunesse, qui parlent d'investissement ou d'entreprise, d'innovation. Donc ce sont des sujets qui sont vraiment très divers et qui nous intéressent au Tourillon. Et puis je suis aussi là en tant que participant, étant membre des jeunes européens fédéralistes. Et donc on est aussi là pour partager nos idées et engager le débat avec tous ces jeunes qui viennent de différents horizons, de différents pays. Et c'est vraiment une rencontre très intéressante. Qui avait déjà eu lieu il y a 2 ans et il y avait déjà eu un rapport assez intéressant qui avait été remis au Parlement européen. J'espère que cette année ce sera la même chose et que le rapport sera vraiment intéressant et aura un contenu assez riche à délivrer aux parlementaires européens. D'accord, ouais, il y a 150 événements, workshops, ateliers, tous organisés autour de 5 thèmes centraux qui paraissent un peu dramatiques. C'est soit guerre et paix, apathie ou participation, exclusion ou accès, stagnation ou innovation, échec ou réussite. Donc forcément, il y a toujours une alternative. On a toujours en général plutôt envie de choisir la positive plutôt que la négative. Donc personne n'est pour la guerre, l'apathie, l'exclusion, la stagnation ou l'échec, mais plutôt bien sûr pour la paix, la participation, etc. En effet. Il y a des jeux de rôle intéressants, comme je lis ici par exemple Passage, qui implique le fait d'être un réfugié. Donc on demande aux gens de se mettre à la position d'un poste aux frontières pour dire oui, toi réfugié, tu peux passer, toi non, etc. Donc une espèce de simulation est intéressante. Je viens de voir tout à l'heure dans une tente, il y avait un atelier pour faire du lobbying. Bref, c'est énorme. Il y a énormément d'offres, mais en même temps, ça s'adresse quand même à un public déjà convaincu, non ? Alors il y a une bonne partie, c'est vrai, d'un public convaincu, ce qui est aussi l'enjeu, c'est-à-dire cette rencontre doit vraiment devenir la rencontre des jeunes en Europe. Ouais. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Les organisations qui sont plus rapidement au courant de cet événement sont bien sûr les organisations qui sont investies au départ. Mais j'ai aussi croisé énormément de lycéens, par exemple, qui viennent avec leur classe et qui, eux, n'ont pas du tout cette culture associative pro-européenne ou qui ne sont pas du tout dans les milieux européens associatifs ou bien médiatiques ou politiques. Et donc c'est aussi intéressant de rencontrer ces jeunes-là, parce que ces jeunes-là, ils auront un rôle à jouer en tant que citoyens ou même politiques dans le futur, et eux n'ont pas la même expérience que nous, et c'est intéressant de savoir ce qu'ils pensent de l'actualité européenne, parce que nous on la suit au quotidien, et eux ils la ressentent peut-être différemment, et parfois nous justement on a
parfois cette rupture finalement avec des jeunes de la même génération, parce qu'on s'intéresse aux questions européennes, parce qu'on baigne dedans. Et la rencontre avec ces jeunes nous confronte aussi à la réalité de notre génération et à ce qu'elle pense. Et c'est en ça que c'est vraiment intéressant cette rencontre. D'accord. Mais quand on regarde par exemple la participation aux élections européennes, elle est relativement basse, c'est 42% dans toute l'Union européenne en 2014, c'était le dernier chiffre. Et la participation des jeunes Européens est encore plus basse, donc les moins de 25 ans, ils ont participé au vote uniquement à hauteur de 28%. Donc ça veut dire que 72% des jeunes Européens en dessous de 25 ans, on peut dire, s'en foutent de l'Europe. Comment ça se fait et qu'est-ce qu'on peut faire contre? Parce qu'en attendant, l'Europe et surtout le Parlement européen a commencé à avoir un poids déjà, les influences, enfin les décisions qu'il prend, genre pour le TAFTA ou le TTIP, le CETA ou la loi sur la protection des données, ça commence à vraiment impacter notre quotidien. Donc j'imagine que ce n'est pas la peine d'expliquer le déficit d'intérêt entre ce que l'Union européenne peut faire et son influence réelle et le manque d'intérêt quasi total. Mais qu'est-ce qu'on peut faire par exemple pour intéresser les gens plus? Je pense que je ne suis pas sûr que les gens ne s'intéressent pas à l'Europe. Ouais. Par exemple, les jeunes ont été très mobilisés quand même sur le TTIP. Il y a eu une grosse campagne de signature. C'était les jeunes qui étaient dans la rue. Sur certaines thématiques, par exemple en France, il y a une vidéo particulièrement virale sur la directive sur le droit des affaires. C'est une humoriste qui a fait une vidéo sur YouTube, Nicole Ferroni, ouais. Et ça a été vu mais plus d'1 million de fois, ça a été partagé en quelques jours, ça a absolument explosé le nombre de vues, et ça a été très viral sur les réseaux sociaux. Donc c'est particulièrement les jeunes qui sont intéressés à cette thématique et qui l'ont même porté sur la scène médiatique française, qui n'avait pas du tout traité cette directive sur le secret des affaires, qui en fait consistait, où en tout cas il y a des conflits possibles avec la protection des lanceurs d'alerte. Donc les jeunes s'intéressent à des sujets. Que les jeunes ne votent pas ne signifie pas qu'ils ne s'intéressent pas à certains sujets européens. C'est simplement, je pense, qu'il y a aussi une crise de la représentation au Parlement européen. Les candidats qui se présentent aux élections européennes ne parlent pas vraiment aux jeunes, ils n'écoutent pas les jeunes, et les jeunes ne se sentent pas représentés. L'abstention s'explique aussi par ça. Ce qui est intéressant là, pendant cette rencontre, c'est qu'il y a aussi des workshops sur la démocratie. Hier, j'ai participé à un workshop sur la démocratie 2.0. Essayer d'imaginer une démocratie grâce au numérique, comment on peut renouveler la démocratie grâce au numérique. Donc il y a le vote en ligne, mais il y a aussi l'aspect pétition, l'initiative citoyenne européenne, où en ce moment le Parlement européen discute d'une réforme de cette initiative qui est assez compliquée à porter tout de même. Et c'est intéressant de voir comment les jeunes sont très intéressés à discuter avec leurs responsables politiques. Et ils ne demandent que ça. Et par exemple, Internet est vraiment un moyen un média en tout cas entre les parlementaires européens et entre cet électorat jeune qui est souvent sur les réseaux sociaux et qui est désireux quand même de les interpeller sur certains sujets. Donc je pense que on ne peut pas parler de désintérêt général. Les jeunes sont intéressés sur certains sujets et je pense qu'il y a une crise vraiment de la représentativité sur le vote classique, c'est-à-dire lors des élections européennes. Et là, on peut aussi peut-être aller toquer du côté des candidats et leur dire, si vous parlez aux jeunes, peut-être que les jeunes voteront aussi. Et les candidats ne parlent assez peu aux jeunes, parce qu'ils savent aussi que finalement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'ils savent aussi que c'est l'électorat qui vote sans doute le moins. D'accord. Donc tu penses que les jeunes sont intéressés par certains thèmes politiques, donc ils sont très impliqués, mais qu'en fait qu'ils ne voient pas le Parlement européen comme ayant un lien avec ces thèmes, c'est ça? Oui, ou en tout cas, ils ne trouvent pas une représentativité dans les personnes qui siègent au Parlement européen. C'est-à-dire qu'ils sont intéressés par certains sujets, ils s'engagent. Je discutais avec des jeunes Allemands qui ont pris la semaine dernière une mine là, en Allemagne, une mine de charbon ils ont organisé. La mine de charbon, ouais. Tout à fait. Ça, c'est une démonstration quand même d'investissement de la jeunesse en Europe sur les questions climatiques. En France, il y a des manifestations considérables contre la loi travail. Il y a le mouvement Nuit debout qui s'est créé. C'est aussi, les jeunes sont aussi investis dans ces mouvements-là. Donc je pense que les jeunes sont vraiment désireux de débattre. Simplement,
les institutions actuelles ne leur laissent pas beaucoup de place. Les politiques, donc les hommes politiques actuels font un mauvais travail de connexion vers les jeunes, c'est ça, et vers la population. Oui, je pense qu'il y a vraiment un décalage. Je ne sais pas si c'est une rupture générationnelle ou si c'est simplement un déficit de communication ou de volonté de dialogue. Mais ce que les jeunes demandent, c'est un véritable dialogue. Dans le workshop où j'étais donc hier sur la démocratie 2.0, la conclusion de ce débat était réellement ça, c'est que les jeunes ne veulent pas simplement être informés de ce qui se passe au Parlement européen, mais ils ont envie d'échanger, de dialoguer avec leur politique. Quand ils tweetent, par exemple, quand ils font un tweet à un politique, ils ont envie que ce politique leur réponde, ils ne veulent pas de la langue de bois. Ils veulent simplement que des réponses sur ce qui se passe au Parlement européen, qu'on prenne en compte leur avis, sur des sujets aussi importants que le TTIP, que l'emploi des jeunes, que le changement climatique. Voilà, il y a énormément de sujets qui sont traités au Parlement européen qui intéressent les jeunes, que ce soit pour leur présent ou pour leur avenir. Ouais, en même temps, on parle très peu de l'Europe et surtout du Parlement européen dans les médias. Enfin, vous êtes une exception parce que quand même vous êtes l'Autorayon et le Treffpunkt Europa. Bref, c'est un truc archi spécialisé, donc c'est centralisé et focalisé uniquement sur l'Europe. Quand tu regardes la couverture dans les médias de l'Europe, c'est en général centré sur le Conseil de l'Europe, donc là où il y a les chefs d'État, etc., ou les ministres, beaucoup moins sur le Parlement. Ça, par exemple, à ton avis, toi qui es journaliste ou qui, je ne sais pas si tu veux dire journaliste, mais en tout cas là, techniquement tu l'es, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on parle plus de l'Europe? Ici, il y a des députés qui disent, quand ils étaient élus local, genre maire d'arrondissement à Berlin, ils avaient plus de facilité d'avoir un rendez-vous avec la presse ou d'avoir une interview qu'en étant parlementaire européen. C'est un peu un travers général de la presse en Europe, de parler assez peu des questions européennes. C'est vrai qu'il est aussi difficile pour les politiques, pour les parlementaires en particulier, de se faire entendre, de se faire entendre dans les médias. Je pense qu'en fait, ce qui est aussi révélateur de ça, c'est si les conseils européens sont plus traités que les sessions plénières à Strasbourg, par exemple, des parlementaires européens, c'est aussi parce que les décisions se prennent au Conseil européen. Et c'est aussi l'objet des débats ce week-end. On a des parlementaires européens qui nous reçoivent, on les interpelle sur certains sujets. Ils nous disent qu'au Parlement européen, les débats, par exemple, sur l'accord UE-Turquie ont été très virulents et que le Parlement européen il y a une vague de députés contre cet accord. Mais cet accord, il s'est négocié au Conseil européen et le Parlement n'a pas tant son mot à dire. Et donc finalement, sur des questions aussi essentielles, le Parlement a assez peu de poids. En fait, dans la balance institutionnelle, le Parlement pèse peu et c'est aussi un enjeu de démocratie de dire que l'Assemblée, qui est élue directement par les citoyens européens, ait aussi plus de pouvoir et autant de pouvoir au moins que le Conseil européen ou que le Conseil de l'Union européenne, donc la réunion des ministres en fonction des sujets. C'est un enjeu de démocratie européenne essentiel et on ne peut pas être hypocrite avec les citoyens en leur disant qu'ils élisent des parlementaires européens, que c'est très important, etc. et que sur des grandes thématiques, sur des grands sujets, les parlementaires n'ont pas leur mot à dire ou n'ont pas de poids ou simplement formulent des rapports et que la Commission ignore ou que le Conseil européen ignore et que c'est le Conseil européen qui décide en dernier recours. Donc c'est un Parlement trop faible à ton avis? Oui, c'est un Parlement trop faible et forcément pour les citoyens, il est compliqué de leur expliquer aussi qu'ils sont particulièrement bien représentés et que finalement leur voix pèse lors des élections européennes. C'est aussi pour ça peut-être qu'il y a de l'abstention. Si les enjeux ne se jouent pas au Parlement européen, on ne peut pas demander aux gens de voter pour une assemblée qui n'a pas de pouvoir, mais qui a quand même sur certains sujets peu de poids. D'accord. En même temps, l'heure, semble-t-il, est grave. Le président de la Commission, quand il a commencé ses fonctions, a dit c'est quasiment tout ou rien, c'est quitte ou double. Donc soit le projet européen dans les 5 prochaines années va foirer, enfin va se planter, soit on réussit à faire des changements profonds. Hier, il y avait le président de l'Estonie. Tu parlais de vote électronique, ça c'est un modèle du genre l'Estonie, parce qu'il paraît qu'on peut tout faire par voie électronique et par des clics.
Il disait qu'il a peur que l'Union européenne s'effondre sur elle-même. Quand on voit la montée des nationalismes, la montée des partis anti-Union européenne, le Brexit, la crise migratoire, la crise économique, ça lui rappelle les années 30. Quand on voit qu'en Allemagne, il commence à y avoir un truc qui pourrait devenir aussi fort que le Front National en France, quand demain, oui, le AfD, Alternative für Deutschland, quand demain les élections présidentielles en Autriche vont peut-être amener un candidat d'extrême droite à la présidence, et puis le président autrichien n'a pas vraiment un rôle, enfin a pas mal de pouvoir, donc peut influer beaucoup sur la vie nationale. Est-ce que toi aussi tu vois les choses de manière aussi dramatique? En plus ici les enjeux, les titres comme ils sont, je l'ai déjà dit, elles sont posés de manière très dramatique, guerre ou paix, échec ou réussite. Est-ce que toi aussi tu partages cette... Je suis un optimiste de nature, donc Oui. je vais le rester, mais je partage cette analyse. En tout cas, je pense qu'on est à un vrai carrefour en ce moment pour l'Union européenne. Ouais. C'est-à-dire que soit on avance, soit on détricote l'Union européenne, et au risque de la détruire complètement. On ne peut pas ignorer la montée des nationalismes, des populismes en Europe. On ne peut pas nier la montée de l'extrême droite. On ne peut pas nier les échecs qu'il y a. On est face à des crises historiques, la crise économique, la crise des dettes souveraines, la crise des réfugiés. Toutes ces crises, il faut y répondre. En tout cas, pour moi, la meilleure réponse, c'est une réponse qui est commune. Et aujourd'hui, on ne réussit pas à trouver une réponse commune. Les États, selon leurs intérêts, agissent en solo. Et il n'y a pas de coordination européenne, par exemple sur la politique d'asile ou la politique d'immigration. Aucune coordination. On n'a pas de garde-côte européen pour protéger. La Grèce n'est plus capable de le faire toute seule. On pourrait créer un corps de garde-côte européen. On attend toujours la décision du Conseil européen. Le Parlement s'est prononcé en faveur de cette mesure. Donc, on est face, je pense, à un carrefour dans le sens où maintenant, il faut choisir d'aller plus loin, ou bien c'est laisser la main au nationalisme et aux nationalistes et aux populistes. Ce qui me rassure quand même, c'est que face à cette montée des nationalistes et des populistes, il y a enfin les milieux pro-européens qui étaient sans doute attentistes, assez mous finalement, qui ne prenaient pas trop parti ou qui s'en cachaient un petit peu parce que c'était plus trop à la mode, commencent quand même à se réveiller, et on a des mouvements en Europe qui proposent des alternatives en faveur de l'Europe. Donc on a par exemple si je parle de Varoufakis, Varoufakis avec son mouvement Diem 25, où Varoufakis, enfin en tout cas en France, la gauche n'est pas véritablement pro-européenne. Varoufakis propose une véritable alternative à gauche de la gauche, pro-européenne, où il parle de refonder complètement l'Union européenne en partant des citoyens et en rédigeant une constitution à l'horizon 2025 avec les citoyens. Donc on a des projets sur l'ensemble de l'échiquier politique. Guy Verhofstadt, qui fait partie des libéraux, porte aussi ce projet de constitution européenne à écrire avec les citoyens et pas par quelques dirigeants européens dans une salle de Bruxelles. Donc je suis optimiste parce qu'il y a des alternatives aujourd'hui qui existent, et il y a des personnalités politiques qui osent les porter et qui savent que l'heure est certes grave, mais qu'il y a un véritable choix, et j'espère que les Européens feront le bon choix, et feront le choix d'avancer ensemble. D'accord. On parlait de représentativité et de légitimité des représentations en début. Toi, tu évoquais Nuit debout. Nuit debout, c'est pour moi typiquement l'exemple de gens qui trouvent que le système politique actuel tel qu'il est en France ne les représente plus, donc qui cherchent autre chose. Donc peut-être qu'ils n'ont pas du tout la solution et qu'ils tâtonnent, mais en tout cas, ils cherchent quelque chose. Est-ce que tu ne crois pas que ça pourrait être déjà trop tard pour travailler avec des systèmes installés? Je pense pas. Je pense que il faut absolument réinventer notre système institutionnel, notre système politique. Il est en véritable crise.
En fait, c'est même une crise générale des démocraties occidentales. Enfin, on dit souvent démocratie libérale ou démocratie occidentale. Une véritable crise. Et d'ailleurs, on le voit à l'est de l'Europe, où on a des régimes qui se prétendent illibérales, qui sont autoritaires. Donc, par exemple, en Pologne, en Hongrie, en Turquie, en Russie. Qui cherchent en fait à détruire le modèle de démocratie occidentale, démocratie libérale que l'Europe a façonné dès la fin du 19e et tout au long du 20e siècle. Et je crois qu'il faut profondément réformer notre système institutionnel. Il y a un véritable déficit démocratique, une crise de la représentativité. Il faut donner plus de place aux citoyens, ils demandent de s'exprimer aussi sur des sujets clés. Je pense que voilà, on connaît une véritable crise, mais qu'on peut réinventer ce système. Et les mouvements comme Nuit debout, mais le mouvement aussi par exemple des indignés en Espagne quelques années plus tôt, ou d'autres mouvements en Europe, sont des mouvements qui sont nécessaires pour impulser ce changement. Et je suis aussi persuadé qu'on peut changer les choses sans renverser tout ce qui est sur la table. Les valeurs que portent quand même ces démocraties libérales, leur histoire ne sont pas tout à fait... ne sont pas inutiles ou ne sont pas dépassées. Elles vivent encore, il s'agit de les faire revivre souvent et de leur redonner du sens. Je pense que Nuit debout en France est là pour le faire. Les indignés en Espagne l'ont fait. Et par exemple, les indignés en Espagne, il y a deux partis qui sont issus quand même de ces mouvements et qui sont entrés au Parlement récemment. Donc ils changent le jeu politique, qui changent les sujets du débat politique aussi, parce qu'ils parlent aussi d'une nouvelle constitution, il parle d'un renouveau de la politique, d'un autre mode par exemple de représentativité, d'une consultation, même pas d'une consultation, mais vraiment de la prise en compte de la vie des citoyens. Donc je suis sûr que grâce à ces mouvements, on peut rénover le système. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que aussi les politiques qui sont en place tendent l'oreille, écoutent ce qui est en train de se passer et changent le système politique et participent au changement de ce système politique. De vouloir rester là où on en est, c'est aussi risqué que ce système finalement implose. Oui, je suis en train de remarquer un boy scout qui est là derrière nous. C'est vraiment dire que l'Europe accueille tout le monde, ou presque. Bon, ça n'a rien à voir avec le sujet de la discussion. Mais ouais, donc est-ce qu'un des moyens les plus simples ne serait pas de faire de la démocratie directe comme il existe en Suisse, par exemple ? Si, c'est tout à fait un modèle auquel on pense et d'ailleurs auquel on réfléchit, en particulier aux jeunes européens fédéralistes. On a une section en Suisse et en tant que fédéraliste, on s'intéresse à ces modes de démocratie qui se rapprochent du local. Donc vraiment dans la tradition du fédéralisme. C'est un moyen aussi de faire participer les citoyens à la vie politique et sur plusieurs niveaux en plus, donc du niveau local, régional, mais aussi national, voire européen. Aujourd'hui, il faut développer ces outils-là. Donc toi, tu es pour de la démocratie directe, toi personnellement. Tout à fait, et je pense qu'après, il faut aussi leur donner un véritable poids. Aujourd'hui, ce qui se passe en Europe, on a des instruments de démocratie directe, ou en tout cas des embryons, un début en tout cas de démocratie directe avec par exemple l'initiative citoyenne européenne, mais c'est très complexe d'atteindre les 1 million de signatures avec un certain pourcentage par État. C'est extrêmement complexe et en plus, finalement, à l'issue de cette collecte de signatures, si les 1 million sont dépassés, la Commission peut consulter les propositions du comité de l'initiative qui a monté cette initiative citoyenne européenne. Mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de rapport qui est fait au Parlement européen. Et donc en fait, c'est pas contraignant. Voilà, c'est pas du tout contraignant. Enfin, on ne peut pas non plus donner des outils aux citoyens. Donc tu veux que les outils actuels sont des outils gadgets? Oui, ben c'est un peu ça. Il faut en tout cas une réelle prise en compte de ces initiatives. C'est aussi le seul moyen de faire participer les citoyens. Je ne vais pas signer une pétition si la pétition n'a aucune chance d'aboutir parce que les élites en place n'en tiendront pas compte.
Donc on arrive à la fin de cette interview. On n'était ni apathique, ni exclusif, ni tourné vers l'échec, ni vers la stagnation. Et la guerre, on n'en a pas encore parlé, quoique tu penses que c'est un risque éventuel, genre si Poutine dérape, va un peu trop loin, essaye de titiller pour provoquer dans les pays baltes? Depuis la France ou depuis l'Allemagne, c'est un peu difficile d'envisager cette guerre-là, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a déjà des guerres aux frontières de l'Europe, en Ukraine ou que ce soit en Syrie, en général dans le Moyen-Orient. Je pense que on est quand même face à une situation qui est assez inquiétante entre la Russie, la Turquie et l'Union européenne. Et les inquiétudes, surtout, à mon avis, ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est les inquiétudes des États de l'Est, notamment les pays baltes, par exemple, qui sont profondément anti-russes de par leur histoire aussi. Eux ont une profonde inquiétude et attendent vraiment de l'Europe une réponse forte face à la Russie de Poutine et une protection. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger ça. Je ne pense pas que la guerre, une guerre classique puisse émerger, mais on lutte aujourd'hui contre le terrorisme, on a des guerres dans le monde auxquelles les Européens participent, que ce soit seuls ou au sein de coalitions. Et donc c'est une réalité dans le monde d'aujourd'hui, même si ça paraît loin, en réalité c'est à 2 heures ou 3 heures de vol de Paris ou Berlin. Oui. Et donc pour terminer, il y a encore plusieurs journées de durée pour la AI, donc la European Youth Event. Qu'est-ce que tu vas aller voir encore? Qu'est-ce que tu vas aller faire encore comme atelier? Alors aujourd'hui, je vais aller faire un tour du côté du village parce que il y a un véritable village sur le parvis du Parlement européen avec des ateliers justement sur les différentes thématiques. J'ai repéré quelques ateliers sur l'innovation avec des rencontres de responsables associatifs, de lanceurs de start-up. Et donc ça m'intéresse bien d'aller rencontrer ces Européens qui font un peu le monde de demain. Et donc je suis assez heureux de pouvoir les rencontrer aujourd'hui et je me réjouis. D'accord. Et si tu voulais donner un deuxième conseil ou une deuxième recommandation, un truc qui t'a plu où tu vas aller ou qui t'a plu où tu es déjà allé? Alors si je peux recommander alors je crois qu'il y a encore un débat aujourd'hui au sein du Parlement européen sur ces questions de démocratie digitale. Et je pense que c'est vraiment l'avenir de notre démocratie. Et ça donne aussi surtout la parole aux jeunes sur ce qu'ils veulent faire de ces institutions, de cette démocratie, la manière de donner la parole aux citoyens, démocratie, de créer des véritables outils de démocratie directe, on en parlait tout à l'heure. Et il y a encore un débat aujourd'hui sur le numérique et la démocratie. D'accord. Et donc c'est l'un des workshops, je pense, qui peut être très intéressant et où les jeunes sont vraiment attendus au tournant. D'accord, donc ça veut dire voter par Internet, participer à des pétitions par Internet Exactement, ça peut être du vote en ligne, ça peut être la pétition, l'initiative citoyenne européenne, mais ça peut être aussi par exemple l'interaction avec les politiques sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire comment on peut engager un dialogue entre les jeunes et les responsables politiques pour essayer de développer cet intérêt pour ce qui se passe au Parlement européen, pour ce qui se passe au Conseil européen. C'est aussi des instruments. Il y avait hier à l'atelier la responsable du site EU Watch, qui est un site où on peut regarder les votes des parlementaires européens. Donc vous pouvez aller sur le site internet et vous avez sur un texte par exemple le vote de l'ensemble des parlementaires européens, si vous étiez pour, contre, s'ils se sont abstenus, s'ils étaient absents. Et vous pouvez même voir par parlementaire européen, il y a des fiches sur ce qu'ils ont voté. Et donc à ce moment-là, c'est aussi un moyen, en tout cas pour les citoyens, d'accéder et d'avoir l'information sur ce que fait leur parlementaire européen. Et ce qu'on peut donc aussi ça, par exemple, c'est encourager- beaucoup plus transparent que l'Assemblée nationale. Oui, dans un sens, c'est presque plus transparent que l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est plus facile d'accès grâce à ce site internet. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de dire, c'est que les jeunes ont leur mot à dire et il s'agit maintenant d'interpeller aussi leurs responsables politiques
leurs députés européens de leur circonscription ne sont pas là juste pour siéger au Parlement européen. Ils ont des comptes à rendre et aux jeunes de demander ces comptes. D'accord, bon bah écoute Hervé Moritz, merci pour cette longue interview en ta double fonction de rédacteur en chef du Tourillon, c'est ça? C'est ça, rédacteur en chef du Tourillon. Mais en même temps, tu es là pour les jeunes fédéralistes européens? Exactement, avec les jeunes européens fédéralistes, donc, on est là, on est plus de 200 parce qu'on vient de plusieurs pays. D'accord, donc j'ai parlé avec 2 personnes à la fois, c'est ça? C'est un peu ça, c'est un peu schizophrène. D'accord, bon, mais en tout cas, merci. Und das war die Sondersendung über das Ei. Diesmal haben wir ein langes Interview geführt mit Hervé Moritz. Hervé Moritz ist der Chefredakteur von Le Tourillon. Le Tourillon heißt auf Deutsch Treffpunkt Europa. Beide haben eine Internetseite. Das ist das Magazin von den jungen europäischen Föderalisten. In 5 Sprachen gibt es das. Ja. Und wenn ihr Französisch nicht so gut sprachet, um das alles perfekt zu verstehen, dann gibt es die Möglichkeiten, Französisch zu lernen. Das ist relativ einfach. Und dann müsst ihr das hier als Übung sehen. Dann vielen Dank und bis bald. Vielen Dank. Europhonica.